Salut à tous, salut Clément. Salut Pierre. Alors aujourd'hui c'est la première émission de la semaine et c'est Kevin qui nous fait l'honneur d'être le premier participant à notre émission. Alors on s'est rendu chez lui, on a fouillé un petit peu dans les placards et dans son frigo et on a trouvé de quoi vous concocter une entrée, un plat et un dessert. Clément, je te laisse nous en dire un peu plus. Parfait, alors au niveau de l'entrée on va partir sur une crème de courgettes au basilic. Au niveau du plat on vous fera une brochette de poulet mariné avec un riz cuisson pilaf. Et enfin, on terminera avec une compote de pommes, un petit fromage blanc et un écrasé de biscuits. Ça m'a l'air pas mal tout ça, je vois déjà les techniciens qui se lèchent les babines. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, il n'y a aucun gâchis de fait dans l'émission, puisque tous les plats qu'on réalise ici sont ensuite dégustés par l'équipe technique avec le plus grand des plaisirs. On passe tout de suite à l'entrée ? Alors pour cette entrée, Clément, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr, donc cette entrée c'est une crème de courgettes au basilic, donc c'est vraiment une entrée qui est très simple à réaliser, il y a besoin de très peu d'ingrédients, ça va très vite à faire et c'est diététique, donc si vous voulez inviter une demoiselle à manger chez vous, ça peut être l'entrée idéale. C'est bon à savoir. Allez, on va passer tout de suite à la réalisation. Pour réaliser cette entrée, vous avez besoin de 2 courgettes, un oignon, de la mâche, du basilic, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Alors on va commencer par tailler les courgettes, donc dans le sens de la longueur, tout simplement parce que quand ça va au four, il faut que la chair à l'intérieur se tienne, sinon elle va être évacuée sur les côtés, et donc ce serait pas bien parce qu'on en aurait plein sur la plaque de cuisson. Et on n'enlève pas la peau. Alors on n'enlève pas la peau tout simplement parce qu'en fait par la suite on va venir racler l'intérieur de la chair de la courgette. Donc c'est pas nécessaire de s'embêter à éplucher la courgette puisque de toute façon, et en plus finalement c'est même bien puisque ça va nous apporter une certaine solidité sur la courgette, ça va empêcher qu'elle tombe à la cuisson. Donc on a déjà cette courgette de prête. Alors il faut savoir que cette entrée, on peut très bien imaginer la convertir en plat principal en rajoutant par exemple un toast de chèvre chaud avec ou des petites tranches de pain de campagne également grillées avec de la charcuterie ou des choses comme ça. Ça peut très bien s'imaginer un plat principal. Nous on l'a fait en entrée parce que c'est relativement léger, mais c'est vrai que oui, ça va aussi en plat principal. Nous on va vraiment la faire diététique, sans crème fraîche, sans vraiment que du légume, que du... Parce que justement c'est une entrée. Voilà. Si justement on avait voulu la faire en plat principal, on aurait très bien pu ajouter un petit peu de crème fraîche, imaginer du fromage avec ou des choses comme ça. Ça aurait été du coup un petit peu plus conséquent. Clément, je vais te laisser couper l'oignon. Oui. Du coup. Donc l'oignon simplement pareil, on va le passer au four, donc on se contente de le couper en 4. Exactement, on n'a pas besoin de s'embêter à le couper, à l'émincer très finement, parce que de toute façon, en plus à la fin, il y a tout qui passe au blender. Donc vraiment, faut pas s'embêter. On le coupe quand même en 4 pour être sûr que la cuisson soit uniforme sur l'oignon. Mais on s'embête pas. Très bien. Alors, on va venir mettre les oignons et les courgettes dans un plat qui va au four. Alors, important, on va assaisonner avant la cuisson. Donc, c'est-à-dire qu'on va recouvrir nos courgettes d'huile d'olive, de sel et de poivre. Donc ça va vraiment donner du goût à la cuisson. Et le sel, le fait de mettre du sel avant de passer en cuisson, ça va faire ressortir l'eau de la courgette et on va vraiment récupérer après que vraiment la chair et la pulpe. Exactement. Donc vous en mettez une bonne pincée par courgette, puisque faut savoir que la courgette c'est quand même beaucoup d'eau. Donc il ne faut pas hésiter à bien assaisonner pour quand même que le goût de la recette au final soit assez prononcé. Sinon on peut avoir quelque chose d'un petit peu fade, ce qui n'est pas forcément agréable. Donc on va mettre un petit peu de poivre. Et puis on va terminer avec un petit filet d'huile d'olive. Et bien voilà, notre plat est prêt à être enfourné. Ça va partir au four pour environ entre 15 et 20 minutes, on va dire. Si vous êtes pressé, vous pouvez très bien imaginer, puisque là on part sur de la cuisson à 200 degrés, on pourrait très bien imaginer mettre le four à 250 degrés. Dans ce cas-là, il faut être un petit peu plus vigilant et surveiller plus souvent son four, mais on peut du coup les laisser cuire uniquement que 15 minutes. Donc ça dépend un petit peu du temps dont vous disposez. Nous, on part sur une cuisson à 200 degrés, une vingtaine de minutes. Clément, je te laisse aller les mettre au four. Alors après 20 minutes de cuisson, donc nos courgettes sont bien grillées, l'oignon est cuit. On va pouvoir évider les légumes
et donc aller ensuite mixer tout ça. Donc voilà, on va faire attention, c'est chaud, ça sort du four. Alors il faut savoir que chez Kevin, normalement cette recette se fait avec du basilic frais, donc avec un bouquet de basilic frais, et chez Kevin évidemment il n'y avait pas de basilic frais, il avait que du basilic déshydraté. On a trouvé une petite astuce parce qu'en revanche il avait de la salade, de la mâche, et le basilic est là pour le goût mais aussi pour la texture et la couleur de la crème de courgette. On va donc utiliser la salade pour apporter une texture un petit peu crémeuse et également une belle couleur verte sur la fin de la recette. On peut commencer à vider les courgettes. D'accord, donc comment on fait pour évider la courgette? Eh ben, tout simplement, quand elles sont cuites, vous allez voir la pulpe de la courgette va venir très facilement. La peau reste collée au fond et la pulpe vient. On va donc mettre tout ça dans le blender. Voilà, c'est un petit peu délicat parce que quand ça sort du four, c'est assez chaud. Donc faites attention à ne pas vous brûler les doigts. On met également les oignons. Vous pouvez aussi, selon la texture que vous désirez, mettre le petit jus de cuisson qui reste dans le fond du plat. Ça, c'est un peu vous qui voyez. Dans tous les cas, il y a des gens qui me disent tiens, on ne met pas d'eau avec la crème de courgette en pensant que la crème va être trop épaisse. En fait, la courgette, c'est quand même un légume qui est constitué presque à 70% d'eau, donc on n'a vraiment pas besoin de rajouter d'eau. C'est déjà très liquide de base, en fait. D'accord. Et Pierre, au niveau de la mâche, donc on la met telle quelle dans le blender? Ah, on la met telle quelle. Donc, on peut l'ajouter là? On peut l'ajouter. Bon, Tu peux la mettre, Clément. Tu peux la mettre dans le blender. Donc, à savoir que si vous avez du basilic frais, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. En termes de goût, c'est vrai que c'est meilleur que le basilic déshydraté. Mais au moins, avec l'astuce de la mâche, on va quand même retrouver une texture et une couleur proche de la recette originale. Mais là, malgré tout, pour le goût, on va quand même rajouter un petit peu de basilic déshydraté. Ah bien sûr, on rajoute le basilic déshydraté. En quantité, on met quoi? Une bonne pincée? Oh, tu peux y aller, hein, parce que la courgette, ça n'a pas beaucoup de goût. Voilà, je pense que c'est bien. Le seul inconvénient qu'on va avoir en mettant du basilic déshydraté, c'est... En fait, il va mal se mixer dans le blender. Alors que le basilic frais se mixe très bien et on obtient une belle purée. J'ai peur ici que le basilic ne se mixe pas forcément très bien et que du coup on obtienne des petits grains dans notre purée. On va voir ça tout de suite. Et ben ça va pouvoir partir au blender. On peut envoyer directement. On peut mixer. C'est parti. N'hésite pas à touiller. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre par exemple un petit filet d'huile d'olive pour entraîner le moteur du blender. Parce que c'est souvent les problèmes qu'on a avec un blender, c'est que la nourriture n'est pas entraînée par l'hélice et du coup on se retrouve dans ce cas-là, on n'arrive pas à mixer. Donc Clément, tu peux y aller, tu peux mettre un petit filet d'huile d'olive. En termes de goût, en plus, ça ajoutera une petite saveur d'olive, c'est pas plus mal. Donc, maintenant que notre crème est bien mixée, donc vous voyez... Donc là on a vraiment une texture crème. Hein. Ouais, on est sur une belle texture crème. À savoir, quand vous faites cette recette, le mieux c'est de la préparer au dernier moment, puisque là c'est encore chaud, vous dressez et ensuite ça part direct sur la table des invités. C'est vrai que c'est un petit peu... Après ça se réchauffe aussi très bien au micro-ondes, hein, mais dans l'idéal vous pouvez la préparer juste à l'avance. Voilà. Comment on la présente cette... Alors au niveau du dressage, là on est parti sur un dressage assez simple. Donc simplement la crème, bon il faut dire qu'on a une belle assiette de présentation. Chez vous, vous pouvez très bien imaginer la mettre dans un bol ou quelque chose comme ça avec une petite feuille de basilic. Nous on part tout simplement, la cuillère est dedans. On part tout simplement sur une assiette de présentation, donc on va à l'essentiel, on met notre produit. Donc on va venir nettoyer l'assiette par la suite. Hop. Voilà, donc là c'est prêt. Un petit peu de sel dessus. On rajoute un petit peu de sel, un peu d'herbe. Est-ce qu'on remet du On peut poivre même en mettre sur le bord de l'assiette, ça fait joli. Pour la déco. Pour la déco. Un petit tour de moulin à poivre. Voilà. Et c'est parti. Et là on peut servir. Ça, on peut servir. On va regarder tout de suite le budget qui est nécessaire pour réaliser cette recette. Pour réaliser cette crème de courgette, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 1,30 €.
Et ben vous voyez que ça vous coûte vraiment pas cher. En plus, je trouve que le résultat est quand même assez bluffant. Pour 2 courgettes et un oignon, on a quand même une très belle recette. On va tout de suite pouvoir maintenant passer au plat. C'est parti. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qu'on va faire? Bah oui, alors Clément. Donc on va partir sur une petite brochette de poulet mariné à la provençale, donc avec du thym, romarin, vous pouvez très bien utiliser un mélange d'herbes de Provence, ça marche très bien. Accompagné d'un riz cuisson pilaf. Donc on va justement commencer par ce riz, mais avant toute chose, on va voir les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ce plat, vous avez besoin d'une escalope de poulet, du riz, un citron, de l'ail, des herbes de Provence, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors on va commencer tout de suite par la cuisson du riz pilaf parce que c'est un petit peu plus long et pendant que le riz cuit on s'occupera des brochettes. Clément, comment ça se passe? Alors un riz pilaf, c'est vraiment tout simple, c'est un riz qui cuit par évaporation. Alors on va commencer tout de suite, donc là pour 2 personnes, on a à peu près 120 grammes de riz. Donc on va mettre à feu moyen, on va mettre le riz tout sec comme ça, directement dans la poêle. Et c'est quoi les avantages justement de la cuisson pilaf pour le riz? Alors les avantages de la cuisson pilaf, c'est que le riz ne va pas libérer son amidon, donc on va vraiment garder le vrai goût naturel du riz. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser de chinois. Et puis ça permet aussi de maîtriser la cuisson, à savoir que si vous l'aimez plutôt ferme ou plutôt fondant, vous n'aurez qu'à mettre un peu plus d'eau ou tout simplement le cuire moins longtemps. Donc on a lancé le riz à feu moyen, on va ajouter un petit peu d'huile d'olive pour glacer la préparation, c'est-à-dire que c'est... Pour éviter aussi que le riz attache et hein. brûle aussi au fond de la poêle. Il faut savoir aussi que la cuisson pilaf, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maîtriser un petit peu mieux le temps de cuisson par rapport à une cuisson classique, puisque comme elle est plus longue, plus étalée dans le temps, on va pouvoir goûter plus souvent et vraiment affiner la texture du riz qu'on veut. Donc selon comme vous l'aimez, soit plutôt un peu ferme, soit plutôt un peu moelleux. Le riz, une fois qu'il est comme ça, après, quelle étape il nous reste à faire? Il faut attendre qu'il chauffe un peu et puis ensuite on va ajouter petit à petit de l'eau. Donc à peu près, on est à peu près sur 1,5 fois en volume d'eau par rapport à la quantité de riz qu'on a mis dans la poêle. D'accord. Donc là, quand on entend que ça commence à crépiter, on peut ajouter on va pouvoir ajouter un petit peu d'eau et puis on voit, hein, ça doit tout de suite partir en évaporation. Hein. D'accord. Voilà, donc là, voilà, on voit que c'est bien chaud. Donc, nos amis techniciens du son sont ravis en général quand on fait des cuissons à la poêle. Voilà. Parce que c'est très agréable pour eux, ça crépite dans les micros. Et donc là on a bien vu que la poêle était chaude et du coup, là on va baisser un peu le feu. Hein, et puis en attendant, on va mélanger par évaporation. À la confection des brochettes. Bah, allons-y, je te laisse t'occuper du riz. Pour les brochettes, alors rien de plus simple. On va avoir besoin de préparer une marinade. Pour cette marinade, on va utiliser de l'ail, du citron, sel, herbes de Provence et le diluant, ça va être de l'huile d'olive. Donc on est parti. On va commencer par extraire une gousse d'ail. Alors là, c'est assez puissant, hein, donc faut y aller avec parcimonie quand même. Là, pour une marinade d'une escalope, on va partir sur une gousse d'ail. Et ça suffira, vous verrez qu'après la marinade, le goût de l'ail est assez prononcé. Donc on le hache en tout petits morceaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un presse-ail, ça marche aussi. C'est même plus intéressant puisqu'on n'a pas les mains qui s'enflaillent. D'ailleurs, je vous donnerai tout à l'heure une petite astuce pour justement ne pas avoir les mains qui s'enflaillent pendant 3 jours après avoir coupé de l'ail. Parce que c'est assez embêtant en général. Ton riz, Clément, ça va? Bah ça avance hein, tranquillement et quand le riz a absorbé toute l'eau, on n'hésite pas à en remettre hein, par petites quantités, toujours en remuant bien pour faire en sorte que ça n'attache pas. D'accord, et bah, très bien. Pour le riz pilaf, faut compter minimum, on est sur une cuisson de 10 à 15 minutes selon la texture que vous voulez. Donc mon ail est découpé, je le verse dans mon récipient. Je vais venir ensuite couper mon citron et c'est là que va intervenir ma petite astuce pour avoir les mains qui sentent bon le citron et pas l'ail. Parce que oui, en fait, le fait de se frotter les mains avec du citron après avoir coupé de l'ail, ça va enlever totalement l'odeur de l'ail sur vos mains. Alors qu'en frottant avec du savon, avec de l'eau de javel, tout ce que vous voulez, l'odeur de l'ail elle restera et parfois pendant plusieurs jours.
Donc je viens mettre mon citron dans mon bol à marinade. Pour une marinade, on va mettre un jus de citron entier. Puisque c'est quand même c'est agréable. Le goût du citron est relativement agréable dans cette marinade, donc on peut y aller. Faut pas hésiter. Un bon jus de citron, c'est nécessaire. Voilà. La petite astuce, je me frotte les mains avec le citron, comme ça je n'aurai pas les mains qui sentent l'ail. Et ben il a une bonne tête ce riz. Ah, il a une bonne tête. Hein. Je pense qu'il va être goûtu. Je pense qu'on va se régaler. L'équipe technique, encore une fois. Je pense même que tu peux mettre un petit peu de sel pendant la cuisson. Eh bien, je te mets du sel. Déjà mettre un peu de goût. Voilà. Je sale ton riz, Une bonne pincée. Une bonne pincée et puis un petit tour de moulin à poivre aussi. Ça, un petit tour de ça serait pas mal. à poivre. Voilà. On est généreux. Hein. Dans ta sauce, nous, on aime la bonne cuisine, les choses généreuses, mais pour pas cher. Car il ne faut pas oublier que vous êtes étudiant, nous aussi d'ailleurs. Au niveau de la marinade, donc là on a l'ail, on a le citron. On a l'ail, le citron, on va mettre les herbes de Provence. Voilà. Donc là c'est pareil. Hein, on peut y aller, c'est une marinade, hein, donc de toute façon ça partira à la cuisson, donc le but c'est vraiment de donner du goût. On est généreux, on est gourmand, hein, Exactement. On se lâche un peu quoi. Un bon tour de poivre. On a tout mis, il manque plus que l'huile d'olive. Alors là il n'y a qu'une escalope, donc on va pas en mettre énormément, voilà ça suffira. Et on va ensuite pouvoir découper notre escalope. Donc n'hésitez pas à enlever ces petites parties là qui sont un peu désagréables en bouche. On les enlève, comme ça on a une belle viande bien moelleuse et sans déchets. Et on mange tout, c'est mieux. Voilà, on va le couper. Alors attention, ne pas couper des morceaux trop petits parce qu'après vous les mettez sur des pics. Enfin, en tout cas, nous on va les présenter sur des pics à brochette. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir des morceaux assez gros. Et même sans les présenter en brochette, de toute manière, la viande pour qu'elle soit relativement moelleuse à l'intérieur, il vaut mieux couper en gros morceaux plutôt que des petits morceaux. Parce que sinon, en fait, à la cuisson, ça va dessécher, même avec la marinade. Donc, c'est quand même important d'avoir des morceaux pas trop petits. Il ne faut pas oublier, Pierre, que quand on cuit une viande, forcément, le fait de faire évaporer l'eau, on réduit la taille. Donc si on est parti sur des bouts trop petits, après, ça fera un peu moche sur la brochette et ce sera pas très agréable. Tout à fait. Voilà, ma marinade est prête. Ça, c'est une marinade qui n'a pas besoin de rester une nuit dans un frigo. On part sur une marinade plutôt minute, donc vous la faites 1 heure avant, c'est très bien. 1 heure avant, 1 heure de marinade, le citron, l'ail, c'est assez fort, donc ça va très vite prendre le goût. Vous filmez, vous mettez au frigo, et au bout d'1 heure, comme par magie, et oui, car dans ta sauce, nous sommes très rapides, nous avons un poulet mariné. Donc, une fois que le poulet est mariné, on va pouvoir le préparer sur les petits pics à brochette. Donc, vous voyez, hein, le poulet, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à blanchir sur les extrémités. Et en fait, c'est la cuisson finalement du poulet qui démarre avec le citron et l'huile d'olive. Et c'est justement aussi cette action de cuisson qui va apporter du moelleux à la viande. Ce qu'on peut ajouter aussi, Pierre, c'est que c'est pour ça que cette marinade, il ne faut pas la laisser toute une nuit au frigo, parce que justement le citron va commencer à cuire la viande, et le lendemain matin, vous allez vous retrouver votre viande qui sera complètement cuite et qui n'aura plus aucun goût. Et ça n'a plus d'intérêt de le passer à la poêle. Alors on va piquer la viande dans les pics à brochette. Alors là, on n'a pas trop le choix, il faut mettre les mains dans la sauce. Mais comme on est dans ta sauce, finalement, on est là pour ça. Voilà, donc c'est pareil. Alors n'hésitez pas, moi je fais une brochette simplement avec la viande, n'hésitez pas à mettre des petites quartiers, par exemple des tomates cerises, des morceaux d'oignons, parce que dans la poêle ça va cuire avec et c'est très agréable aussi en bouche d'avoir ce genre de goût. Alors attention de ne pas trop serrer les morceaux si on veut que la cuisson se fasse bien uniformément. Clément, je vais avoir besoin de la plaque. Ouais, et bah je pense que le riz, on est sur la fin. On est sur la fin du riz ? Il va falloir goûter, Pierre. Eh bah c'est magnifique. Je te laisse l'honneur de goûter à ta création. On va attendre un petit peu, il est encore un petit peu croquant. Certains l'aiment croquant. Il faut le savoir. Ça c'est D'autres l'aiment goût, mais certains l'aiment croquant. Personnellement, je préfère l'entre-deux. Entre le croquant et le goût. Al dente, donc c'est-à-dire sous la dent. Sous la dent, que ça fonde sous la dent. Après, exactement. Quand ça fout sous la dent, je commence à dire des bêtises. Quand ça fond sous la dent, en général, c'est que c'est bon.
Donc notre riz est cuit. Clément, on va pouvoir le réserver. Exactement. Et en attendant, on va pouvoir faire cuire nos brochettes. Alors tu peux me donner la poêle. Hop, merci. Donc, bien entendu, on n'a pas besoin de mettre d'huile dans le fond de la poêle puisqu'on a déjà des brochettes quand même qui sont imbibées d'huile, donc on va pas se fatiguer. Et on va saisir. Donc là, je vais enlever un petit On va mettre bout de brochette. à feu vif. À feu vif, exactement. Il faut que ça saisisse. Donc là, notre poêle était visiblement pas assez chaude. N'hésitez pas chez vous à mettre le feu assez chaud pour que la viande soit saisie. Une autre astuce d'ailleurs pour la cuisson de la viande, quand vous faites cuire votre viande, il ne faut pas l'agiter dans la poêle comme un fou pour essayer de la faire revenir le plus vite possible. Non, vous la posez, vous n'y touchez plus. Sinon, en fait, le fait de bouger la viande dans la poêle, ça va la faire ressortir son eau et ça va faire de la viande bouillie avec de l'eau. Donc c'est souvent pour ça que les gens ont tendance à vouloir agiter leur steak dans la poêle. Mais il ne faut pas agiter son steak. Il faut le laisser fixe. Est-ce qu'on peut le retourner, Pierre? Je pense qu'on peut le retourner là. Et une fois que c'est saisi, tu vas pouvoir baisser la poêle. Ah, elle a une belle couleur, elle est bien dorée. Donc on la saisit bien de chaque côté. Et là tu peux déjà diminuer la poêle, sinon ça va brûler après. Et donc, bon, à savoir toujours pareil, la cuisson brochette, bon, le top c'est le barbecue. Je suis pas sûr que la majorité des étudiants aient un barbecue dans leur appartement, ou alors c'est qu'ils sont un peu bizarres. Du coup, nous on les fait cuire à la poêle. À la poêle, il va nous falloir une cuisson de... Vu que c'est mariné, 5 minutes. Hein. Ouais, en 5 minutes, ça va être cuit. En 5 minutes, ça va être cuit, ça va être prêt. On va peut-être préparer l'ardoise du coup pour le dressage. On sent déjà bien le... Ah, c'est à l'odeur, et... c'est très agréable. Hein. Et les herbes. Alors, on va préparer notre ardoise. Bon, évidemment, chez vous, si vous n'avez pas d'ardoise, vous dressez sur une assiette, hein, c'est la même chose. On va retourner un petit peu la brochette. Hop là. Elle a une belle couleur, hein, elle est bien... Vous voyez, elle est bien grillée, bien enrobée, c'est vraiment l'intérêt de la saisir. Voilà. Tu vas pouvoir me donner le riz, Clément. Voilà, donc on va dresser le riz. Donc on va utiliser un emporte-pièce. Petite astuce, chez vous, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, qui est sûrement le cas, vous pouvez très bien utiliser une bouteille en plastique, vous la coupez en tronçons et vous récupérez un emporte-pièce pour pas cher. Pierre, je te laisse dresser le riz. Très bien. C'est bon, je tiens. Donc voilà. Donc pareil, hein, soyez généreux, un étudiant ça mange beaucoup. Ici, on est généreux avec les quantités. Voilà. Tiens, je te rends la poêle, Clément. Hop. Et je vais récupérer le petit poussoir. Le petit poussoir qui va bien pour notre emporte-pièce. Pour démouler parfaitement, il vaut mieux avoir un... Pour démouler parfaitement. Merci Clément de cette remarque. On va démouler parfaitement. Et regardez ça. C'est pas magnifique? C'est pas bien démoulé? Voilà. Donc là, on a la brochette qui est cuite. Oui, donc, on va pouvoir... On va tout simplement venir la dresser sur l'ardoise. Un petit peu d'herbe sur le riz. Un petit tour de moulin à poivre sur la brochette. Et on est prêt. Et voilà, on a un magnifique plat. On va pouvoir tout de suite regarder le budget qui est nécessaire pour réaliser cette recette. Pour réaliser cette brochette de poulet, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 4,50 €. Alors vous voyez que dans ce plat, le seul ingrédient qui est un petit peu cher, c'est le poulet. Mais n'hésitez pas à le remplacer par une viande blanche un petit peu moins chère, comme de la dinde ou du veau. On va tout de suite passer au dessert. C'est parti. Donc pour ce dessert, on vous a concocté une petite recette de compoté de pommes avec un petit lit de fromage blanc sucré et par-dessus un petit écrasé de spéculoos. On regarde tout de suite les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ce dessert, vous avez besoin de pommes, quelques spéculoos, du fromage blanc, du sucre en poudre. Alors Clément, comment ça se passe pour la compote ? Pour la compote, c'est tout simple. On va commencer par éplucher les pommes et on va les couper en petits dés. Hein, donc vraiment pour faire une compotée, pour que ça cuise vraiment bien et relativement vite, plus la pomme va être coupée finement, plus vite ça va cuire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans notre dessert, on fait une compote, mais on a décidé de ne pas la mixer. En fait, c'est tout simplement pour une question de mâche, parce que oui, mâche, c'est le terme qu'on utilise en cuisine. Et en fait, tout simplement, ça nous permet de garder un certain croquant dans notre recette, alors que si on avait mixé la compote,
petite intervention, il ne faut pas oublier de garder une moitié de pomme non épluchée pour la présentation tout à l'heure. Donc on va la couper tout de suite en deux. Et en fait, tout à l'heure, on coupera des quartiers pour faire la présentation de notre dessert. Il est important de garder une certaine mâche pour notre dessert et du coup, on ne va pas mixer notre compote. On va garder des petits morceaux qui nous apporteront un peu de croquant en plus du spéculoos. C'est une question de texture. C'est une question de texture. La compote, c'est combien de temps environ? La compote, c'est environ 15 minutes à feu doux. D'accord. Faut que ça, au début, on peut saisir un tout petit peu si on veut avoir un côté un peu caramélisé, faire caraméliser le fruit pour donner du sucre. Mais ensuite, on va tout de suite baisser le feu et on va laisser réduire vraiment à feu doux. Alors au niveau de la race de la pomme, nous on a des pommes comme ça, là, de couleur jaune, mais ça marche vraiment avec toutes les pommes. C'est vraiment selon ce que vous trouvez en supermarché. Interrogation, quelle est la race de cette pomme? Ah, je ne sais plus quelle est la race de cette pomme. Et voilà. Ah là là là. La race n'a aucune importance. Pour une tarte, par contre, il faut faire attention au type de pomme qu'on prend parce que à la cuisson, certaines pommes se cuisent moins bien, en fait, tout simplement. Tandis que pour une compote, vu que de toute façon on laisse longtemps, il y a un petit peu de sucre, etc., il n'y a pas de souci, ça, c'est pas un problème. Hop, on va couper notre pomme du coup en petits morceaux. On va la couper finement en faisant attention évidemment de ne pas s'entailler les doigts. Bah oui, il faudrait vraiment être bête pour s'entailler un doigt, évidemment. Ce serait vraiment stupide de notre part de s'entailler un doigt. Tout à fait, exactement. Il reste pas un petit peu de sang sur le... Non, je rigole. Donc voilà, on coupe notre pomme en petits morceaux. Tu peux commencer à faire chauffer la casserole, Clément. Donc on va mettre à feu moyen. Hein. D'accord. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous, là, on ne va pas rajouter d'eau parce que la pomme est déjà constituée de beaucoup d'eau. Mais si vous sentez que ça attache un peu et que ça brunit, ben, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau, vraiment pour réhumidifier et pour avoir quelque chose de très onctueux. D'accord. Donc on va mettre une petite poignée de sucre. Voilà, on va mettre un peu de sucre. Encore. À mon avis, tu peux encore baisser un peu le feu. On peut être généreux sur le sucre. Oui, hein, faut pas hésiter. Donc voilà, on va laisser tranquillement compoter notre compote. Pendant un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, exactement. On va s'occuper en attendant du coup de sucrer le fromage blanc. On le met pas sans sucre parce que bon, c'est un petit peu... On va le sucrer vraiment un tout petit peu parce que on a déjà le sucre de la pomme, ça, on aura le sucre du biscuit, donc là c'est vraiment histoire de casser un peu l'amertume naturelle du fromage blanc, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à pas trop le sucrer. Donc voilà, mon fromage blanc est prêt, il est sucré. Alors comme dans ta sauce on est prévoyant, on va pas vous laisser attendre le temps que la compote soit prête, et comme par magie, on a une compote qui est prête. Donc, bon en fait tu peux arrêter la compote du coup Clément. Donc au bout d'une vingtaine de minutes, même 15 minutes, on obtient voilà, une belle compotée de pommes. Et on va pouvoir en fait directement passer au dressage, on a tout qui est prêt. Voilà, donc pour le dressage, hop là. Alors nous avons un magnifique... Alors là on est parti sur de la petite quantité. Vous pouvez, n'hésitez pas à faire ça dans des... En fait, vous pouvez tout simplement dresser dans un verre. Hein. Ça fait office de verrine et en général c'est très graphique, on voit les couches. Donc ça peut être très intéressant. Et en plus c'est très accessible, du coup chez vous avez tous des verres. Même des verres à bière, en tant qu'étudiant, hein. C'est vrai qu'on... Donc voilà, on va déposer un petit peu de pommes. On va émietter. En fait on va faire 2 couches de spéculoos. On va d'abord émietter le spéculoos, là ça va être pour le goût. On va recouvrir de fromage blanc et on va réémietter un petit peu de spéculoos et là ça sera plus pour la décoration. Donc dans des petites quantités, nous on s'embête pas, on le fait à la main. Il faut savoir que si vous voulez faire beaucoup de desserts avec du spéculoos à émietter, la petite astuce, vous prenez un sac de congélation, vous mettez les biscuits dedans, vous le fermez, un rouleau à pâtisserie et vous roulez sur le sac de congélation. 2-3 allers-retours et vous avez une émiettée de biscuits. Donc là on va ajouter un petit peu de fromage blanc. On va ajouter le fromage blanc, exactement. Pour le côté onctueux. Donc on va bien recouvrir notre dessert. Et on va terminer par une petite émiettée de spéculoos par-dessus. Juste pour la déco. Voilà. Alors notre ardoise est un petit peu sale, on va la nettoyer avant.
te présenter. On pose notre dessert. Voilà. Et donc juste pour le côté présentation, hein, avec le dernière demi-pomme, on a coupé quelques quartiers, hein, qu'on a vraiment après, Il faut être précis en fait cuisine. un petit trait pour vraiment avoir quelque chose de très rectiligne, Exactement. donc de très joli. Et donc on va venir placer comme ça, Tu peux tous le mettre dans le même sens. doucement, voilà. On va venir placer la pomme. Et voilà. Et puis on peut rajouter Hop là. un petit biscuit, pourquoi pas, vraiment. Et voilà, notre dessert est prêt. Il n'y a plus qu'à se régaler. Et il est l'heure maintenant de regarder tout d'abord le budget qui a été nécessaire pour réaliser les œufs dessert. Mais ne vous inquiétez pas, je crois que ce n'est pas grand-chose. Pour réaliser cette compote de pommes, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 70 centimes. Et bien voilà pour ce dessert, j'espère que Kevin se régalera, ça ne m'étonnerait pas. Et nous, il est déjà l'heure de se quitter. On va se dire à demain, mais en attendant, n'hésitez pas à retrouver les replays de toutes nos émissions sur wte-tv.com. À demain Clément. À demain, Ciao. Pierre. Salut.